Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments de l'histoire du sport. Dans l'univers vertigineux de la NBA, où strass et paillettes éclipsent parfois le jeu lui-même, une question se pose. Peut-on vraiment triompher sans une constellation d'étoiles dans son effectif ? L'histoire du basketball est truffée de récits légendaires vantant les mérites d'équipes s'élevant vers les sommets. La plupart du temps, ces équipes sont menées par une ribambelle de noms flamboyants ayant marqué la planète basket de leur empreinte. À vrai dire, tous les champions NBA depuis la création de la Ligue partagent un socle commun, celui d'avoir au sein de leur rang au moins un des 75 plus grands joueurs de tous les temps. Enfin, presque tous. Il arrive parfois que le sport nous réserve son lot de surprises, mettant à mal les conventions établies depuis des décennies. 2004 est de ces anomalies inexplicables. Aujourd'hui, on vous raconte comment l'armée des cols bleus de Détroit a balayé tous les pronostics en détruisant le star system des Los Angeles Lakers. Alors, prenez votre CD de Camaro et votre casquette de trucker, car on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Michigan, en ce 15 juin 2004. Vous êtes prêts? Let's go! You know, like the Lakers are this dominant force. Mais avant cela, on va parler de cette saison et des finales 2024. Luka, Kyrie, Tatum, Brown. Qui dit NBA Finals dit nouvel affrontement entre futurs Hall of Famers. Toutes les codes de la série sont déjà disponibles sur Unibet. Et pour vous, la team crossover en a retenu 2. La première, c'est notre pronostic, avec une victoire 4-2 pour Boston, cotée à 5,25. Les Mavs sont en feu, mais ça risque d'être très compliqué de faire tomber l'armada collective de Boston. Les Celtics n'ont perdu que 2 petits matchs depuis le début des playoffs et sont les grandissimes favoris depuis octobre dernier. Sinon, on voit un début de série très serré avec un score de 2 partout après les 4 premiers matchs. Si tu vois la même chose que nous, la cote est à 2,25. Sinon, direction l'appli pour nous prouver dans 2 semaines qu'on avait tort. Sur Unibet, profite d'un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription avec le code CROSSOVER. Pour vous inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, cela est formellement interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. À l'aube de ce match 5, les Pistons mènent 3-1. Autrement dit, ils ne sont plus qu'à une petite victoire de créer la surprise. Plus que ça, une victoire de Motor City ferait voler en éclats la dynastie Angelino débutée à l'automne 99. Pour autant, LA ne compte pas se laisser faire. La bande de Shaq et Kobe a bien l'intention de récupérer son trône. Déchus par les Spurs, après 3 années d'hégémonie, les Lakers frappent fort à l'été 2003. Jerry Buss, Mitch Kupchak et Phil Jackson souhaitent apporter de l'aide supplémentaire au tandem Kobe Bryant-Shaquille O'Neal. Le trident décisionnaire de la franchise enregistre notamment les arrivées de Karl Malone et Gary Payton. Rien que ça. Avec cette armada, Los Angeles est le grand favori pour sortir du Wild Wild West et confirme son statut en roulant successivement sur les Rockets du jeune Yao Ming, les Spurs, champions en titre, et les Wolves du MVP Kevin Garnett. Rien ne semble pouvoir empêcher le retour du règne tyrannique des Lakers. Surtout pas une équipe de Détroit qui ne compte pas la moindre superstar dans ses rangs. They're a good team, but we ain't scared of them, man. I don't know why y'all cats think we scared of the Lakers or, you know, like the Lakers are this dominant force. You know, we ain't scared of them cats. Les Pistons ont peut-être moins de talent que leurs concurrents, mais ils le compensent largement par le cœur, leur supplément d'âme et leur résilience. Une équipe de revanchards.
Deux vétérans pestiférés. Deux soldats partageant la ferme intention de prouver à la terre entière qu'ils méritent leur place. Une équipe ultra défensive, vicieuse et prête à mourir sur le terrain. Cela ne vous rappelle rien? Eh oui, l'équipe ressemble comme deux gouttes d'eau à leurs prédécesseurs, les Bad Boys des années 80. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que l'architecte derrière cet effectif n'est autre que Joe Dumars. Ancien membre des Bad Boys lui-même, Joe Cool prend les rênes de la franchise en 2000, alors que l'équipe sort de plusieurs saisons mitigées. Au sommet de son art, le franchise player Grant Hill peine à porter les siens vers la gloire. Après 6 saisons sans passer le moindre tour de play-off, Mr. Nice Guy a des envies d'ailleurs. Le quintuple All-Star, marié depuis peu à la chanteuse canadienne Tamia, souhaite fonder une famille dans un environnement plus paisible que le Michigan. Le Orlando Magic, qui vient tout juste d'acquérir Tracy McGrady, saute sur l'occasion d'associer les deux stars. Faute de flexibilité dans son salary cap, le Magic est contraint de monter un sign and trade pour acquérir l'ailier des Pistons. Joe Dumars, lui, veut profiter du départ de son ex-coéquipier pour lancer une nouvelle dynamique dans le Michigan. Ancien pilier des Bad Boys, Dumars souhaite renouer avec l'idée de Détroit en bâtissant une équipe de col bleu. En échange de sa star, le GM des Pistons reçoit le meneur rookie Chucky Atkins. Pour compenser le salaire de Grant Hill, Orlando y ajoute également un jeune pivot non drafté, un joueur de devoir et surtout une simple monnaie d'échange. Son nom, Ben Wallace. À 25 ans, l'intérieur ronge son frein, cantonné à un rôle très secondaire depuis son arrivée dans la ligue. Sous le jersey des Pistons, l'inconnu Wallace se révèle. Plus de 13 rebonds et 2 contres pour le pivot. La saison suivante est encore meilleure. Sous la houlette du nouveau coach Rick Carlisle, les Pistons terminent 2e de la conférence Est. Ben Wallace est lui élu Defensive Player of the Year. Une belle revanche sur la vie pour un joueur en qui personne ne croyait. Malgré des progrès indéniables, l'équipe bute sur plus fort en play-off. Mais Joe Dumars n'en est qu'au début de sa reconstruction. La machine bien huilée, qu'il tente d'élever au sommet de la NBA, manque encore de quelques pièces. À l'été 2002, le gentleman fait d'abord l'acquisition d'un nouveau moteur, Richard Hamilton. En seulement 3 saisons du côté de DC, Rip s'est d'ores et déjà imposé comme un scoreur reconnu. Inépuisable, le masque le plus célèbre de la ligue excelle au tir et dans le jeu sans ballon. L'arrière devient la menace offensive numéro 1 de ces Pistons nouveau look. Vient ensuite le pilote, le cerveau pour faire fonctionner la machine, Chauncey Billups. Sélectionné en 3e position par les Celtics lors de la draft 97, le meneur est baladé de franchise en franchise sans jamais réussir à s'imposer. Pourtant, Joe Dumars choisit de lui faire confiance. Séduit par la défense et le potentiel inexploité du jeune homme, il accepte de lui offrir les clés de son équipe. Enfin, l'ex-Bad Boy draft Tayshaun Prince. Timide et frêle, l'ailier de Kentucky n'en demeure pas moins un véritable monstre défensif. Fort de ses ajouts, Détroit revient avec de nouvelles intentions et se classe première de sa conférence. Mais après 2 tours compliqués face au Magic, puis face aux Sixers, les Pistons calent brusquement lors des finales de conférence, balayés sèchement par les Nets. Que manque-t-il à Détroit pour passer au stade supérieur? Pour ne plus se contenter d'être une bonne équipe parmi d'autres et trôner au sommet de la chaîne alimentaire? Le plan de Joe Dumars de monter une équipe sans superstar serait-il trop utopique? Le GM doute, mais n'abandonne pas son ouvrage. Il y apporte seulement quelques réglages. Bien que satisfait du travail de Rick Carlisle, Dumars choisit de s'en séparer pour installer, selon lui, un meilleur candidat, Larry Brown. Coach de l'année en 2001, l'ancien entraîneur de Philly, Indiana ou des Spurs est tout sauf un novice.
Brown a la réputation d'être un coach défensif, misant sur le collectif. Toutes les cases que cherche à cocher Joe Dumars. Détroit possède également le deuxième choix de la draft 2003, une des plus grandes cuvées de tous les temps. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, de futurs Hall of Famers en pagaille. Mais ça, à l'époque, Détroit ne le sait pas. Donc, Dumars décide de miser sur Darko Milicic, un pivot européen plutôt prometteur. Condamné à cirer le banc par coach Brown, le Serbe n'est pas le chaînon manquant qu'espéraient les dirigeants. Ce qui n'empêche pas Détroit de démarrer la saison tambour battant avant de se heurter à un mur. En février, les Pistons traversent une période compliquée ponctuée par 6 défaites consécutives. Cette fois, Dumars ne compte pas attendre une nouvelle déconvenue en play-off pour réagir. Il décide de monter un trade afin de récupérer Rasheed Wallace. Bon scoreur, le Shid est surtout un excellent défenseur doublé d'une véritable tête brûlée. Habitué des fautes techniques et instigateur de la moindre baston sur les parquets, il se mue parfaitement à l'état d'esprit de sa nouvelle franchise. La pièce manquante, c'est lui. La machine est désormais au complet. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle en a sous le capot. Détroit impressionne et remporte 16 de ses 19 derniers matchs. Après une promenade de santé au premier tour face à Milwaukee, la Motor City retrouve son bourreau de la saison passée, les Nets. Bien que menant 2-0 dans la série, Détroit voit la franchise du New Jersey prendre les 3 rencontres suivantes, dont le Game 5, au bout d'une triple prolongation. Au vu du contexte et de la dynamique de la série, les spécialistes ne donnent alors pas cher de la peau des Pistons. Mais cette équipe de soldats ne ressemble définitivement à aucune autre. Après avoir recollé à 3-3, les Pistons éliminent les Nets lors du Game 7 après une prestation défensive invraisemblable. Scalabrine for 3. It's off the mark. There'll be a new champion of the Eastern Conference of the NBA. Demandez d'ailleurs à Jason Kidd ce qu'il en pense. En finale de conférence, Détroit affronte Indiana, une autre équipe réputée pour sa défense, sa combativité et sa physicalité. Plus que du basket, on assiste à une véritable guerre des tranchées entre les deux rescapés de l'Est. Les deux équipes se rentrent dans l'art, ne lésinant pas sur les coups et sur le trash talk. Une animosité qui prend sa genèse lors de cette série et qui atteindra son apogée lors du fameux Malice at the Palace quelques mois plus tard. En 6 rencontres, aucune des deux équipes ne dépasse les 85 points. Plus dingue encore, lors du Game 6, Détroit élimine Indiana sur le score de 69-65. Un score d'un autre âge, qui pourrait aujourd'hui être celui d'une mi-temps. En finale, pour la première fois depuis 1990, les Pistons font face au boss final. Les Lakers, menés par leur superstar, partent ultra favoris sur le papier. Les différents observateurs parlent même d'une finale à sens unique. Il faut dire que tout oppose les deux finalistes. D'un côté, Los Angeles, ville des stars et des paillettes, où les rêves prennent forme sous les projecteurs d'Hollywood. Une ville où le glamour et la réussite individuelle sont érigés en modèle. Les Lakers, à l'image de leur cité des anges, sont un assemblage de légendes vivantes, chacun d'eux ayant déjà sa place réservée au Hall of Fame. De l'autre côté, Détroit, ville industrielle moribonde, cœur battant de l'automobile américaine, forgée dans l'acier et la sueur des classes prolétaires, une ville qui a subi de plein fouet la crise économique, mais où la résilience et l'esprit communautaire ont encore un sens. Les Pistons sont l'incarnation de cette mentalité d'école bleue. Pas de superstars clinquantes, mais des joueurs déterminés, solidaires, prêts à tout sacrifier pour l'équipe. Cette dualité entre les Lakers
et les Pistons va bien au-delà du basket. Elle reflète deux visions du monde, deux philosophies de vie. Los Angeles avec son glamour et ses vedettes contre Détroit, avec sa rudesse et son travail acharné. C'est dans ce contraste que la magie de la saison 2003-2004 des Pistons prend tout son sens. Dès les premières minutes du Game 1, les Lakers comprennent que la partie sera bien plus compliquée que prévu. En défense, le duo Rashid et Ben Wallace s'occupent de limiter le Shaq dans la raquette. Pour ce qui est de Kobe, le jeune Tayshaun Prince se charge de tout. L'envergure et la discipline défensive impeccable du sophomore posent de nombreux problèmes au numéro 8 des Lakers. Peu avant lui ont autant gêné le Black Mamba. De l'autre côté du terrain, Billups et Hamilton peaufinent l'attaque de Détroit. Le premier, en véritable chef d'orchestre, dirige le tempo de la partie comme bon lui semble et prend les choses en main lorsque son équipe a besoin d'un gros tir. On ne l'appelle pas Mr. Big Shot pour rien. Rip, lui, est infatigable. Fidèle à lui-même, l'homme masqué joue près de 45 minutes et score sa vingtaine de points par match. Face à un collectif huilé à la perfection, les Lakers sont complètement perdus. Seul le Shaq parvient à maintenir ses standards habituels. Pour le reste, personne n'atteint les 40% au tir, pas même Kobe. Dépassé dans tous les compartiments du jeu, Los Angeles n'a d'autre choix que de tirer son chapeau à Détroit. Comme 15 ans plus tôt, des Pistons rigoureux, défensifs et collectifs viennent à bout des lumières angélinoises. Joe Dumars a réussi son pari, celui de remporter une bague sans star. Ces Pistons seront même tout près de rafler une seconde bague l'année suivante, battus de peu par un Tim Duncan au sommet de son art. Par la suite, les Pistons de Billups, Hamilton et Wallace resteront une des valeurs sûres de l'Est. Une demi-douzaine de saisons a terrorisé l'intégralité des superstars de la Ligue. Et si Joe Dumars n'avait pas commis sa seule erreur en ne draftant pas Carmelo Anthony, Dieu seul sait combien de bannières flotteraient fièrement aujourd'hui au plafond de la Little Caesars Arena. Pour les Lakers, cette défaite marque la fin d'une ère. Le projet 4 Fantastiques vole en éclats. Karl Malone prend sa retraite, tandis que Gary Payton et Phil Jackson quittent la Cité des Anges. En embrouille perpétuelle avec Kobe, Shaquille O'Neal quitte également les Lakers après avoir demandé son trade. Seul le Black Mamba restera sous le maillot Purple and Gold pour remporter 2 nouvelles bagues en 2009 et 2010. Quoi qu'il en soit, l'épopée des Pistons reste un exemple éclatant de ce que le collectif peut accomplir face à l'individualisme exacerbé. Contre toute attente, cette équipe de travailleurs acharnés sans superstar a montré qu'avec du cœur, de la détermination et une défense impitoyable, il est possible de déplacer des montagnes. Leur victoire a prouvé que le basket est avant tout un sport collectif, où la synergie et la complémentarité des joueurs peuvent l'emporter sur le talent brut. Ce triomphe a marqué toute une génération et rappelé que dans le sport, comme dans la vie, les outsiders auront toujours leur mot à dire.